cette présentation, elle va se séquencer en 5 parties qui suivent en fait tout simplement le déroulé du questionnaire auquel vous avez répondu. Donc tout d'abord, on va voir le profil des dirigeants qui ont participé à l'enquête au sein des adhérents du MEDEF 77 pour voir vraiment si ça correspond bien justement et pour pouvoir en faire l'analyse des résultats. Ensuite, une partie sur le dirigeant dans son entreprise, les conditions et environnement de travail du dirigeant, toute la partie avec les indicateurs sur la santé et l'hygiène de vie. Et on va finir sur une des parties finalement les plus importantes aujourd'hui, les perspectives et vos attentes en matière de prévention. Petite intervention technique pour enlever la borne qui rendra, si on peut. Voilà, voilà, merci. Oui, Merci beaucoup. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Hop. Alors, comme le disait Jean-Marc, effectivement, cette enquête, donc vos résultats du MEDEF 77, la deuxième édition, est comparée à plusieurs autres enquêtes. Tout d'abord, la première vague de l'enquête MEDEF 77 qu'on avait fait en 2020-2021. On avait eu à peu près la même proportion de répondants, 78 répondants. Et donc, on va vraiment voir les évolutions entre ce qu'on a pu mesurer en 2021 et ce qu'on a pu mesurer justement en 2023. On compare également cette enquête à notre baromètre santé des dirigeants, qui est une enquête représentative au niveau national. Donc, ça permet vraiment de vous situer par rapport à la moyenne sur cette enquête-là. Et puis, effectivement, le rappel avec le baromètre Le moral des dirigeants qui a été mené par le MEDEF national et par l'Institut IFOP. Donc, on va faire le parallèle avec tout ça. Et bien entendu, tout au long de la présentation, l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger, que ce soit avec les personnes à distance, mais aussi ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à réagir justement au fil de l'eau. Alors, tout d'abord, par rapport au profil des dirigeants, donc là, ce qu'on voit au niveau du MEDEF 77, en tout cas ceux qui ont répondu à l'enquête, ça ne change pas beaucoup par rapport à la précédente vague, et c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on est sur le même échantillon de dirigeants, et qui c'est les mêmes dirigeants finalement qui ont participé aux deux enquêtes. On a un petit peu plus d'hommes dirigeants que de femmes par rapport à la moyenne nationale de notre baromètre santé des dirigeants, qui sera toujours indiqué, comme vous le voyez à l'écran, avec un petit encadré violet. Donc là, on voit par exemple pour les hommes, on est à 65% de dirigeants hommes au sein du MEDEF 77 versus 72% au niveau national. Une moyenne d'âge qui est un petit peu plus élevée que la moyenne nationale aussi, 51 ans versus 57 par rapport à la versus 47, pardon. Par rapport à la précédente vague, on est aussi sur la même moyenne d'âge. Donc, voilà, c'est plutôt cohérent, en tout cas, pour pouvoir faire le comparatif. Et puis, quelques indicateurs sur le profil, une majorité qui vivent en couple, qui ont des enfants, et plus de la moitié, 54%, qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Donc, ça aussi, c'est des éléments à avoir en tête sur le profil des dirigeants aujourd'hui, des résultats qu'on va analyser. On a récupéré 7% de femmes en plus. Alors, par rapport... Oui, alors pour certains, effectivement, on voit que c'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus le cas, la proportion homme-femme. Sur la taille des entreprises, donc là aussi, on est sur une majorité d'entreprises de moins de 50. Ça c'est pas très étonnant, avec voilà, un tiers des entreprises qui ont entre 1 et 9 salariés. Donc, bien évidemment, les résultats ils vont être plus représentatifs finalement de ce segment de typologie d'entreprise. Et au niveau des secteurs, on est aussi très proche de ce qu'on avait vu à la première vague, avec effectivement une majorité d'entreprises du secteur industrie, les services en deuxième position et commerce en troisième position. Donc, je passe assez vite sur la première partie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie sur le dirigeant dans son entreprise. Donc, tout d'abord, des résultats un peu au niveau du contexte. Et là, du coup, je fais appel à l'enquête IFOP qui a été menée au niveau national aussi, commanditée par le MEDEF national. Donc là, déjà, la première chose qu'on voulait vous présenter, c'est cet indicateur-là, justement, sur les répercussions que peuvent avoir aujourd'hui, justement, toute la conjoncture actuelle, que ce soit les problématiques internationales avec la guerre, le retour de l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie en conséquence de tout ça.
Et là, ce qu'on voit effectivement, c'est que le niveau de préoccupation, il est quand même très élevé sur tous les items qui ont été mentionnés, que ce soit au niveau de l'économie française, l'économie européenne, l'impact aussi finalement sur les clients. C'est une préoccupation pour 77% des dirigeants. On voit que c'est quand même un élément très important et qui finalement se répercute sur l'entreprise en elle-même. 74%, c'est les 3/4 des entreprises qui ressentent une préoccupation forte à ce niveau-là par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte national et international. Donc ça, c'est déjà un premier élément pour voilà, poser un petit peu le décor dans lequel évoluent aujourd'hui les dirigeants. Un autre indicateur qu'on voulait... Une chose, je me souviens. Merci. Je vais rajouter un point. C'est 74% de dirigeants qui anticipent un risque pour leur entreprise. C'est 20% de plus, 20% de plus par rapport à 2020, pourtant période de crise sanitaire. Prendre conscience de ça, hein, c'est très important. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. On n'a pas ici, on peut y aller. Hein. Le niveau d'optimisme sur la situation de l'économie française et de son entreprise, elle est quand même à 43% concernant la situation économique française. Elle était à 43%, elle était remontée à 72%, à 280. Seuls 43% des dirigeants se montrent optimistes vis-à-vis de l'économie française, avec moins 9 points par rapport à 2022. On retrouve le niveau d'inquiétude de décembre 2020 en pleine crise Covid. C'est important de voir que ça se renoue et j'espère qu'on ne va pas avoir un Covid-18. Et effectivement, même si on voit que les préoccupations restent quand même élevées, un autre indicateur, c'est celui de la situation financière de l'entreprise. C'est une question effectivement dans le baromètre IFOP. Il y a plusieurs mesures et à chaque fois, on voit les rappels des différentes mesures qui ont été faites depuis août 2020. Donc, ça permet vraiment de voir l'évolution aussi entre la période du Covid, du confinement, tout ça, et la mesure à date. Et là, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, même si c'est beaucoup moins fort qu'en août 2020 lors de la première mesure, on voit qu'il reste encore une partie des entreprises. Là, on est à 22%, donc c'est une entreprise sur 5 qui finalement a une situation financière qui continue à se dégrader par rapport à l'année précédente. Une majorité pour qui c'est resté stable, donc c'est plutôt finalement un indicateur qui reste positif. Et puis, une entreprise sur 5 pour qui la situation s'est améliorée. Donc, on voit qu'au fil des années, la situation est quand même moins détériorée qu'en 2020, mais on a quand même une partie des entreprises, une majorité, si on englobe stable et détériorée, pour qui, effectivement, la situation financière peut être aussi finalement une préoccupation majeure. Alors, au niveau des principales craintes, justement, pour faire écho aux chiffres qu'on a vus précédemment, là, ce qu'on voit et ce qui ressort, et ça fait partie de l'introduction que nous a fait le président aujourd'hui, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, finalement, qui est une des craintes les plus élevées, parce que l'impact peut être direct sur l'entreprise au niveau des coûts. Donc ça, on sait que c'est une des grandes difficultés. Difficulté à recruter également à 41%. Donc ça, on le verra qu'au niveau du MEDEF Seine-et-Marne, c'est aussi une des préoccupations majeures. Et puis, les difficultés d'approvisionnement de fournisseurs voilà, ressortent également pour plus d'un quart des dirigeants. Donc justement, si on fait le parallèle entre le chiffre des entreprises au national et ce qu'on observe au niveau de la région Seine-et-Marne, là, ce qu'on voit effectivement, c'est que les difficultés de recrutement, elles ressortent de manière encore plus massive, à 70%, comme une difficulté. Alors, dans l'enquête qu'on a fait au niveau du MEDEF national, on n'avait pas intégré justement l'item sur le coût de l'énergie. Donc, on ne peut pas tout à fait comparer parce qu'on n'avait pas intégré ça à cette époque au niveau de l'enquête. Mais en tout cas, les difficultés de recrutement, on le voit qu'au national, c'est la deuxième préoccupation, la deuxième crainte. Et au niveau du MEDEF, voilà, c'est aussi le cas. C'est quand même assez cohérent par rapport aux résultats. On voit qu'en deuxième position aussi, pour plus de la moitié, tout ce qui concerne l'approvisionnement, les fournisseurs, tout ça, c'est une préoccupation, une des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et puis, là aussi, c'est quelque chose qui, finalement, est non négligeable. À près de 50%, les difficultés avec les salariés.
Donc ça, on voit que tout le sujet autour de la relation avec les salariés, c'est une des difficultés traversées aujourd'hui par les dirigeants, et ce, tout secteur confondu. Ça ne concerne pas qu'un seul secteur, ça, vraiment, c'est un enseignement qu'on voit sur l'ensemble de nos enquêtes et qui est vraiment une difficulté qui ressort de manière très spontanée aujourd'hui des dirigeants. Et de manière globale, vous voyez le chiffre sur la droite, le 93%, donc très grande majorité finalement des dirigeants ont connu au moins une de ces difficultés au cours des 12 derniers mois. Donc on voit effectivement, là on a vraiment des éléments concrets qui expliquent finalement la situation, le contexte, l'état d'esprit entre guillemets des dirigeants. La perspective aujourd'hui, c'est que c'est très étonnant que les salariés reviennent en tête. On était vraiment ces derniers mois sur le problème de l'énergie. Énergie, c'était vraiment passé en dessous, hein. Et là, ça remonte au niveau salarial, ça remonte des salariés, ça remonte en tête de gondole, on va dire comme ça. C'est des gondoles des emmerdements, hein. Voilà. C'est intéressant parce que c'est assez étonnant parce qu'il y a toujours un problème d'énergie, hein, qui est important pour les entreprises par rapport à leur trésorerie. On a posé aussi la question dans l'enquête MEDEF 77, on a posé la question de manière spontanée aussi, justement, pour savoir quelles sont vos attentes pour adoucir justement ces difficultés. Donc là, on a regroupé les réponses spontanées qu'on a eues avec justement en différentes catégories. Donc tout d'abord, ce qui ressort en majorité, c'est tout ce qui concerne le contexte. Ça fait écho à ce qu'on a dit précédemment, avec finalement le souhait pour les dirigeants d'un rétablissement de l'activité productive en France, que l'activité économique tourne normalement, que la conjoncture soit meilleure, que ce soit au niveau national ou international. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressortait en priorité de manière spontanée dans l'enquête. Ensuite, le sujet du recrutement aussi, spontanément, quand on pose la question de manière ouverte, c'est ce qui ressort aussi. Donc, un marché de l'emploi moins tendu pour les recrutements très compliqué, peu de candidatures. Et puis là, effectivement, les attentes pour adoucir les difficultés, il y a un dirigeant qui nous dit supprimer les honoraires préalables à la recherche des candidats des agences de recrutement, minimiser les honoraires à l'embauche pour les recrutements. Donc voilà, il y a aussi des pistes finalement, des attentes sur ce sujet-là. Ensuite, tout ce qui concerne le volet administratif, les aides, c'est aussi ce qui est ressorti en spontané. Là, à chaque fois, il y a quelques exemples justement des verbatims des dirigeants. Donc, que l'on réduise la partie administrative et que l'on mette les personnes au travail, de la souplesse administrative, que des mesures d'aide soient prises pour aider les entreprises qui se sont créées juste au moment de la crise du Covid. Donc après, on sait effectivement que par rapport à la difficulté sur l'augmentation du coût de l'énergie, tout ça, il y a des aides aujourd'hui qui existent et je pense qu'il y aura une prise de parole sur ce sujet. Mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est ressorti aussi de manière très spontanée. Et puis, pour finir, tout ce qui concerne la clientèle, relation avec les clients, ça aussi, finalement, de manière spontanée, c'est quelque chose qui est ressorti dans les réponses. Donc voilà, un manque de décision chez les clients, obtenir de la visibilité de la part de mes clients en termes d'activité, et puis également une difficulté qui est ressortie. Nous ne sommes pas assez protégés face à cela, il y a de plus en plus d'incivilité. Ça aussi, finalement, la relation avec la clientèle dans des périodes un peu compliquées comme celle qu'on a traversée, finalement, voilà, c'est une des attentes qui ressort de manière spontanée. Et puis dans autres, on ne le voit pas à cause de la petite barre, mais voilà, il y avait d'autres idées qui sont ressorties aussi, comme voilà, tout ce qui concerne la politique RSE, la hausse des stocks, comment les gérer, etc. Voilà, ça fait partie aussi des attentes annexes qui ont été citées. Et être payé pour le travail effectué. C'est une problématique de replacer le prix compte tenu du contexte. Le travail qu'on effectue qui coûte Plus cher. Pardon, être payé pour le travail effectué. C'est important, excusez-moi, je ne me suis pas ouvert au réseau. Alors, pour poursuivre, justement, un autre chiffre de l'enquête IFOP nationale, là, justement, c'est dans les mois qui viennent. Quelles sont vos intentions de… Donc là, il y avait un certain nombre de choses qui étaient proposées aux dirigeants pour se positionner, pour leur politique d'entreprise, par exemple, la rémunération des collaborateurs, augmenter les effectifs, les projets de développement, etc.
Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que ce qui ressort en numéro 1 dans ce qu'ils prévoient de faire et dans ce qu'ils ont fait, donc augmenter en bleu la rémunération des collaborateurs, on voit que c'est à 43%. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place pour une partie des entreprises. Malgré le contexte, c'est quand même un des éléments qui a été mis en place. L'augmentation des effectifs pour un tiers des entreprises. Donc, on voit finalement qu'il y a quand même le sujet autour de, même s'il y a des difficultés de recrutement, finalement, c'est quand même une nécessité dans certains secteurs de recruter et pour certaines entreprises. Donc, on en a quand même un tiers qui ont augmenté leur recrutement en 2023. Et puis, les projets de développement également pour un tiers des entreprises. On voit que par rapport aux chiffres d'août 2020 qui sont rappelés là en encadré bleu, on voit que c'est quand même des aspects qui ont augmenté depuis la période de crise. Donc, on voit bien que tout le sujet, et ce qu'on avait rappelé aussi lors de la précédente vague de l'enquête MEDEF 77, où il y avait eu quand même une partie des entreprises qui ont soit ralenti ou complètement arrêté leur activité pendant la période de Covid, de confinement, etc. On voit qu'il y a quand même eu un regain aussi finalement dans l'activité depuis 2020. Justement, ce qui se passe au niveau du MEDEF 77 pour mettre en parallèle avec ce qu'on a vu précédemment, on voit que c'est assez cohérent, encore une fois, ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau de la Seine-et-Marne. Là, ce qu'on leur a posé comme question, c'est ce qu'on vous a posé comme question, c'est quelles adaptations au sein de vos entreprises ont été mises en place pour s'adapter justement aux évolutions conjoncturelles. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce qui ressort, c'est voilà, tout ce qui concerne la politique de rémunération. Donc, si je retourne en arrière, on voit que la rémunération des collaborateurs, c'est aussi quelque chose qui a augmenté qui a augmenté dans les entreprises, enfin, une action qui a été mise en place. En revanche, effectivement, l'annulation ou le report de certains projets d'investissement, c'est quelque chose qui a été aussi mis en place finalement pour s'adapter aux évolutions à 42% des entreprises. Donc, finalement, une priorisation qui s'est faite pour la politique de rémunération et une limitation de certains investissements pour privilégier la première action. La transformation digitale des entreprises aussi, pour un tiers, et la politique RSE, ça aussi, c'est deux sujets qui ont été mis en place en 2023 par les dirigeants du MEDEF Seine-et-Marne. Et ce qu'on va voir juste après, justement, de manière spontanée, c'est quand on leur a posé la question, justement, pour ceux qui n'ont pas pu mettre en place des choses, on leur a demandé pourquoi, en fait, ils n'ont pas pu mettre en place ces choses-là, quels ont été les freins. Et là, ce qui ressort… Ça n'a pas pris en web. D'accord. C'est bon? C'est bon. Non, mais allez-y, Solène, ne vous occupez pas. Et là, ce qui ressort effectivement, c'est que tout le sujet de l'embauche et de la rémunération, c'est quelque chose qui, on l'a vu, pour plus de 50% des dirigeants, a été mis en place, mais pour une autre partie, c'est des choses qu'ils ont voulu faire, mais qui n'ont pas pu tout simplement le faire. Les recrutements pour renforcer les équipes, la revalorisation des salaires, augmenter les salaires, voilà. Pour une partie, c'est quand même quelque chose qui ressort comme quelque chose qui n'a pas pu être mis en place. Donc, on voit que c'est aussi très… finalement, c'est une difficulté en plus pour le dirigeant de ne pas pouvoir fidéliser ses collaborateurs ou mettre en place une politique de rémunération pour ses salariés lorsque le contexte ne le permet pas. Et donc, moins de moyens à sa disposition finalement pour rendre attractif le métier, l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui est ressorti. Et je vous ai mis aussi… Oui. Voilà, j'ai ouvert le micro. C'est juste pour porter mon attention qui est assez forte sur le dialogue social au niveau des dirigeants et sur le territoire. 96% des dirigeants considèrent que la qualité de dialogue social au sein de leur entreprise, elle est très bonne. Ce qui nous donne un assez grand différentiel avec la sensation non pas virtuelle, mais cinématographique, et l'action violente du social du territoire. Il y a un différentiel entre la capacité et la réalité du chef d'entreprise, que ce soit des grandes qui sont juste à côté, qui on discute. Il y a un vrai dialogue social, parfois compliqué, mais on est dans le dialogue social. On n'est pas dans un monde où on casse là. Voilà, c'est important. Ça fait un vrai différentiel.
Et puis effectivement, dans le autre de ce qui n'a pas pu être mis en place par les entreprises de par la conjoncture, c'est tout ce qui concerne la réparation, le réaménagement qui doit être fait au sein de l'entreprise, mais qui n'a pas pu être fait parce que manque de trésorerie. Tout ce qui concerne aussi des politiques RH qui n'ont pas pu être mis en place parce que charge de travail, difficultés de recrutement, etc. Ça, c'est ce qu'on disait précédemment. Et puis, le développement digital, on a vu qu'un tiers des entreprises du MEDEF 77 l'ont mis en place comme une action pour s'y adapter, mais d'autres n'ont pas pu le faire ou du moins l'ont fait, mais c'est plus long que prévu et ça coûte aussi de l'argent finalement. Donc, voilà, parfois, il y a aussi certaines actions qu'on souhaite mettre en place, mais qui peuvent être dépriorisées au profit d'autres choses pour valoriser l'activité ou l'entreprise. Il y a des phénomènes qui se produisent. Je vais vous raconter l'histoire d'un groupe qui existe aujourd'hui, qui n'est pas au MEDEF, donc je vais me permettre d'en parler librement, parce qu'après tout, il est dans une situation ce mois-ci incroyable. Il n'a plus de RH, tout le monde est parti. Il ne va pas savoir comment il va faire les 900 payes qu'il doit faire à la fin du mois. Et là, vous voyez, il peut arriver un effet de resserrement comme ça, absolument incroyable, une boîte qui fonctionne très bien, qui est dans la grande distribution, et pas dans les plus connus du territoire, mais qui a quand même 900 personnes à payer, et qui là n'a plus le personnel pour se faire. C'est quand même assez violent. D'un coup, en un mois, ça s'est dissous, les gens quittent. Voilà. Ils ne sont pas mal payés non plus. Ce n'était pas une question de salaire. Pour moi, ceux qui font la RH. Voilà. C'est juste pour donner des exemples qui peuvent être violents, qui d'un coup peuvent dégrader une situation de façon inattendue, même si on a un vrai dialogue social. Si on n'a pas ce dialogue social, ça peut arriver. Peut-être que ce groupe n'a pas assez pensé à travailler avec le syndicalisme, etc. Alors ensuite, on avait intégré, comme pour la précédente vague, une partie sur le télétravail, parce qu'on sait que c'est un des éléments, enfin une des évolutions aussi qui s'est beaucoup développée depuis la Covid, les périodes de confinement. Et donc là, effectivement, la mesure à date, c'est ça, c'est le télétravail aujourd'hui, en tout cas auprès des entreprises qu'on a interrogées, il est mis en place pour toute une partie des salariés, pour 49%. Des dirigeants. Ce que vous voyez juste en dessous, le chiffre en bleu, c'est ce qu'on avait mesuré en 2021. Il y en avait 72% qui l'avaient mis en place, alors de manière choisie ou contrainte. En tout cas, aujourd'hui, on voit que le chiffre, il a quand même baissé parce que la situation, elle s'est pérennisée justement et qu'aujourd'hui, ça a été vraiment mis en place de manière plus pérenne pour la moitié des dirigeants. Et puis, parmi eux, il y en a un tiers qui l'ont plus ou moins encadré avec une charte sur le télétravail. C'est intéressant, on n'est plus en obligation. Ça prend sa formule de voilà, le bateau roule, bateau à aube. Et ça commence à être très intéressant, c'est très significatif par rapport aux 72% qui étaient sous la contrainte, sous la nécessité aussi de pouvoir avoir une continuité d'activité par rapport au contexte structurel de la loi qui nous contraignait beaucoup, et puis de la maladie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est 49%, ça veut dire que c'est vraiment institutionnalisé, quoi. C'est rentré dans l'entreprise. Et il y a d'autres choses plus intéressantes, vous allez dire, qui en découlent. Alors justement, ça s'est mis en place de manière pérenne pour la moitié des dirigeants. Et ce qui est, et donc effectivement, plus concrètement, ça correspond à quoi? Là, on voulait un petit peu savoir justement comment ça s'est mis en place. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours? Est-ce que c'est plus de 2 jours par semaine? Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on est plutôt sur 1 à 2 jours par semaine. Après, c'est pas non plus, c'est pas non plus très tranché au final. Donc, on voit que ça s'est bien intégré finalement dans le quotidien des entreprises. Et puis, un des chiffres quand même très parlant et très positif de cet aspect-là aujourd'hui, c'est le niveau de satisfaction justement du télétravail aujourd'hui du point de vue du dirigeant. Là, on vous a demandé de noter votre satisfaction du télétravail de 0 à 10. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour quand même plus d'un tiers, 36%, vous avez mis des notes de 9 à 10 sur 10, donc une entière satisfaction du télétravail. Des notes qui restent très bonnes, 7 à 8 sur 10 pour 24%. Donc, on voit qu'on en a quand même 60% pour qui il y a quand même un niveau de satisfaction élevé. Et ensuite, effectivement, il reste 4 dirigeants sur 10
40% pour qui le télétravail n'est pas encore forcément bien mis en place, ou en tout cas des difficultés qui perdurent à s'y adapter. Mais en revanche, ce qui est quand même très intéressant de noter, c'est la différence des chiffres avec la mesure qu'on avait faite en 2021, où on voit qu'il y a quand même des grosses différences entre les résultats et les niveaux de satisfaction. En 2021, on avait posé la même question sur la satisfaction et il n'y avait que 10% des dirigeants qui avaient mis une note de 9 à 10 sur 10. Donc là, c'est vraiment un élément, un grand enseignement finalement aussi sur ce grand sujet du télétravail et des évolutions finalement organisationnelles qui ont impacté les entreprises. Avant qu'on passe aux conditions et environnement du travail des dirigeants, je veux dire derrière, je veux bien avoir un échange avec vous. Si vous avez envie de partager vos expériences en tant que chef d'entreprise, bon, l'administration peut aussi dire si tout va bien. Mais, voilà. Est-ce que vous voulez bien, vous avez envie de partager, ou est-ce que c'est trop de chiffres d'un coup et trop de positifs d'un coup et que ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi positif que ça vous bouscule? Oui. On va résumer ce que vous avez dit parce qu'ils n'ont pas entendu à distance, donc c'est que le télétravail devient incontournable et qui doit être dans l'option et dans l'offre au travers de la proposition. Ouais. Absolument. Voilà. Pour Didier Vandegans. Voilà. Oui. Sur les valeurs de l'entreprise, sur le salaire de l'entreprise. Les derniers recrutements que j'ai faits, qui témoignent par rapport aux valeurs que l'entreprise vient de transférer, les gens ont fait des efforts financiers pour venir justement parce qu'ils ne pouvaient pas les embaucher donc ça me paraît aussi important de dire le changement de mentalité, le confort qu'on peut rechercher quand on est dans le marché du travail. Après, c'est peut-être lié aussi, j'ai mis en place une charte de télétravail pour le personnel administratif, une société métal, beaucoup plus d'exploitation que d'administratif. On l'a fait parce qu'on était obligé de le faire et j'ai écouté tous les postes de travail, tous les types de travail administratif. Le résultat, ça a été aucun de mes collaborateurs, aucune de mes collaboratrices n'a vu qu'il avait vu toutes les entreprises. Ils ont tout signé. Garder le contact en voilà. Je suis toujours un éternel optimiste, mais il y a quand même des choses qui ne bougent pas depuis un moment, mais qui ne bougent pas en termes de recrutement, mais qui modifient un petit peu de tout ce sentiment que les gens cherchent à trouver plus des valeurs que des machines ou des énergies. D'accord, merci. On retranscrit par écrit ce que tu as dit, parce que, voilà, pour qu'ils aient au moins concis l'intervention. D'autres oui, Olivier. Pour autant, c'est 40% des gens qui sont employeurs qui sont insatisfaits, et en gros, ça va vers les faut garder le lien. Les salariés veulent garder le lien et c'est là que c'est le lien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le trucage, on ne peut pas faire et on ne peut pas faire ce que ça. Il peut y avoir aussi le fait que l'entreprise n'est pas tournée vers ça naturellement, du type entreprise industrielle. Quand on rencontre ce type de chef d'entreprise, il vous dit
ça sert à rien, c'est compliqué. Parce que comme la mode, c'est de l'imposer, entre guillemets, l'environnement industriel, l'environnement de production n'est pas lié, n'est pas attaché et n'est pas réversible sous une forme éloignée. Donc, c'est un des critères qui vont être négatifs par rapport à ça. On prend brut de laminage. On n'a pas été chercher dans le contexte d'une application complète de la situation. C'est est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça ne vous convient pas, est-ce que ça se passe bien, mais ce n'est pas bien. Ça ne se passe pas bien à partir du moment où l'outil n'est pas compatible avec la distanciation. Et donc, c'est que l'administratif. Et du coup, ça recrée des problématiques, puisqu'une partie du personnel n'a pas le droit de rester chez elle pour produire, alors qu'une autre peut. Et je l'ai vu avec quelques entreprises de 50 ou 60 personnes, donc assez proches au niveau industriel, avec un appareil administratif de 15 à 20 personnes, et ça fait des tensions. Et là, le chef d'entreprise, ça l'agace qu'on en parle tout le temps, et qu'on le ramène devant les autres. Mais il faut faire ça, c'est important aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il faudrait plus nuancer les interventions, plus expliquer ce que c'est aujourd'hui de travailler à distance et dans quel contexte. Et revaloriser l'entreprise industrielle dans le fait qu'elle apporte autre chose au niveau de son accueil, de son organisation, de sa capacité de regérer le temps de travail pour redonner une liberté ou une possibilité de ne pas être les jours de grève. Et je remercie Solène d'avoir traversé les grèves de transport pour être ici. J'en profite. Ce n'était pas facile. Mais c'est pour ça aussi qu'on commence à 11h, pour permettre qu'on nous approche bien. Voilà, c'est tout ce contexte qui doit permettre de retrouver, en revalorisant à l'intérieur de la boîte. Et on a des industriels qui font un énorme travail pour que les gens qui viennent au moins se sentent ou puissent commencer dans des périodes de travail qui sont plus adaptées aux conséquences du transport et sur eux. Voilà. On a une remarque de nos participants en visio, je crois, partagée. D'accord, ok. Merci beaucoup. D'où la charte qui vient aider à une meilleure compréhension de la relation qu'il doit y avoir entre l'entreprise et sa direction et le travail à distance. Merci à tous. Au revoir. Oui, merci pour vos retours. Effectivement, pour rebondir sur un des propos, la flexibilité pour le salarié, que ce soit dans ses horaires, dans son aménagement de travail, etc., c'est un des critères motivationnels aujourd'hui qui est remonté dans les études aussi qui sont faites au niveau des salariés. Donc, on sait que c'est un élément qui peut faire préférer une entreprise plutôt qu'une autre aussi dans la recherche d'emploi. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, pour répondre aussi sur la remarque pourquoi des détracteurs, pourquoi on n'est pas satisfait du télétravail, effectivement, les enquêtes que l'on a fait sur le télétravail, et si on peut rapprocher finalement le statut de dirigeant à celui d'un manager d'équipe, d'encadrant, ce qu'on voit comme difficulté aujourd'hui, c'est le fait de ne pas forcément être formé à manager à distance. En fonction des activités aussi, c'est pas tout à fait voilà, le suivi des tâches, etc. Puis même au niveau du relationnel, finalement, être manager, ça s'apprend, mais être manager à distance, c'est encore d'autres compétences à développer et d'autres outils ou techniques à mettre en place. Donc, il y a ça qui peut être une réelle difficulté, effectivement, en tant que dirigeant, comme un manager, voilà, quand on gère des équipes. Alors, si on poursuit sur la troisième partie, donc les conditions et environnement de travail du dirigeant, donc là, en fait, on a fait une photographie justement du quotidien, de votre quotidien, déjà au niveau des horaires de travail par semaine, plus de 50 heures par semaine, 59% des dirigeants, donc une majorité qui, voilà, au quotidien ont un rythme assez soutenu. On le voit aussi avec le nombre de jours de repos. Là, vous voyez les chiffres de la vague 1, c'est la mesure qu'on a faite en 2020-2021, et la vague 2, les chiffres là, 2022-2023. Ce qu'on voit, c'est que justement, il y a une intensification de l'activité avec finalement moins de jours de repos par semaine.
un nombre d'heures aussi qui reste, en volume d'heures qui reste conséquent. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'au moment de la première vague, on était dans cette période où il y avait pour une partie le ralentissement ou l'arrêt de l'activité. Donc là, on voit qu'il y a quand même, ça s'est quand même bien redéveloppé depuis, si je puis dire. Et puis, on voit qu'il y a un changement aussi finalement dans le quotidien parce qu'on voit moins de jours de repos au quotidien, mais par rapport à l'année dernière, enfin à 2021, on voit que finalement, il y a plus de semaines de congés qui sont déclarées, enfin qui sont prises par les dirigeants. Donc, est-ce que c'est pas aujourd'hui finalement une réadaptation de son quotidien à se dire, bah voilà, je travaille de manière plus intensive en semaine pendant une certaine période, mais je m'accorde plus de temps de repos pendant des semaines de congés, de vacances, voyages, etc. Donc là aussi, finalement, c'est intéressant si vous avez des retours d'expérience sur finalement ce nouveau quotidien qu'on identifie là par rapport aux résultats. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est votre cas parmi ceux qui sont présents ou ceux qui nous suivent à distance? Vous partez tous en vacances 5 semaines. Au moins. Alors, si on poursuit justement toujours sur cette thématique-là, là, ce qu'on voit, c'est que parmi les dirigeants de Seine-et-Marne, 88% déclarent un travail nerveusement fatigant. Donc là, on est à peu près au même niveau que la mesure qu'on avait faite en 2021. Le chiffre juste en dessous, le 58%, c'est la moyenne nationale des dirigeants. Donc on voit que finalement, fatigue nerveuse est plus présente, en tout cas parmi les dirigeants de Seine-et-Marne, si on le compare au national. Et puis, en revanche, sur la fatigue physique, là, on voit qu'on est à 23% de dirigeants qui déclarent avoir un travail physiquement fatigant. La moyenne nationale est beaucoup plus élevée. Donc là, on voit que finalement, on est dans un rapport qui est un petit peu plus différent. En revanche, par rapport à l'année dernière, on a une augmentation, on a 9 points d'écart. On était à 14% l'année dernière et on voit qu'on est à 23%. Donc, il y a quand même une augmentation aussi de ce sujet-là. Et on sait, et c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus tard dans la présentation, que tout ce qui concerne la santé mentale, etc., il y a un moment donné où les impacts se font sur le physique. Et donc, ça peut être un élément qui peut expliquer un phénomène qui se passe aujourd'hui, qu'on soit dirigeant ou salarié. Voilà, c'est le phénomène dans l'enchaînement des différentes phases et d'étapes suit le même parcours. Et effectivement, ça peut être un premier élément déjà de vigilance à avoir. Il y a une demande sur le réseau. Est-ce que c'est l'Île-de-France qui est particulièrement touchée ou est-ce qu'il y a une réalité plus importante dans l'Île-de-France ou dans les grandes villes? Alors justement, le chiffre 58% sur la fatigue nerveuse, c'est le chiffre national représentatif au niveau du territoire. Donc là, effectivement, on voit qu'au niveau de la Seine-et-Marne, on est sur un indicateur beaucoup plus important. Donc là, on voit effectivement que ça peut être le cas plus particulièrement, en tout cas, en Seine-et-Marne. Je n'ai pas le chiffre de l'Île-de-France, donc là, je ne pourrais pas répondre sans faire de recherche plus poussée dans les résultats qu'on a sur notre benchmark national. Oui, pardon, je viens de mettre le. Je ne pensais pas qu'en déménageant, ça ira mieux. Restez en Île-de-France, restez en Seine-et-Marne. Je garde mes adhérents. Même à 88% fatigués. Non, mais est-ce que c'est lié aux conditions de transport, etc., aux conditions de circulation qui semblent D'autres indicateurs qui peuvent être très intéressants aussi à comparer avec les années précédentes, c'est justement tout le sujet autour de la conciliation des vies. Donc là, on a un premier chiffre, le 74%. Donc, c'est les 3/4 des dirigeants qui déclarent avoir l'impression de ne jamais pouvoir décrocher du travail. En 2021, vous étiez 61% au niveau de la Seine-et-Marne. On a une augmentation également sur cet indicateur-là qu'on met en parallèle avec justement j'ai des difficultés à concilier ma vie pro et ma vie perso qui concerne 60% des dirigeants. Donc là aussi, on voit que finalement, l'intensification de l'activité avec peut-être le phénomène de reprise, avec tous les aspects conjoncturels qui peuvent créer aussi finalement des difficultés importantes pour les entreprises, creuse encore plus finalement ce sujet-là autour de la conciliation des vies et le rapport au travail
cette intensification autour de l'activité. Au niveau de l'indicateur stress, là aussi, c'est intéressant de comparer les chiffres. Et pour le coup, c'est plutôt positif sur ce point-là. Vous avez les chiffres de la vague 1 et de la vague 2. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'aujourd'hui, 67% des dirigeants déclarent avoir des journées assez ou extrêmement stressantes. Ce qu'on voit dans les chiffres, en 2021, on avait posé cette question et on vous avait demandé de vous positionner avant la crise et depuis la crise Covid, puisqu'on était en plein dedans. Et on voyait qu'il y avait déjà un écart assez important et que la crise Covid avait quand même accentué très fortement ce sentiment de stress. Là, ce qu'on voit par rapport à depuis la crise, c'est qu'on a quand même bien baissé au niveau de l'indicateur stress. Donc, c'est plutôt positif, même si on n'est pas encore arrivé aux 50% finalement au niveau qu'on avait avant la crise. Après, ce qu'il faut se dire aussi sur cet indicateur-là, c'est que le stress est présent partout, qu'on soit dirigeant, salarié. Voilà, on sait que le stress, ça fait partie finalement du quotidien. Tout l'enjeu est de savoir comment le gérer, en fait, notamment quand il commence à devenir nocif pour la santé avec un impact négatif. Et effectivement, lors de notre intervention de 2021, on avait fait une partie un peu plus spécifique sur cette thématique du stress. Donc, si le replay est toujours disponible, je vous invite à le revisionner. Mais voilà, c'est quand même un indicateur qui tend à retrouver son niveau d'avant-crise. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on voit que c'est finalement mieux intégré aujourd'hui. Le pic, finalement, c'est un peu atténué. On avait une intervention sur le réseau qui était que peut-être que le stress est important parce qu'il y a des zones, il y a une nécessité de déplacement en Seine-et-Marne plus importante par rapport. Ça rajoute sans doute au stress, c'est pour ça qu'on aurait un chiffre aussi différent. Ça pourrait être une des raisons. Enfin, c'est ce que suggère un de nos adhérents qui suit ça à distance. C'était juste pour partager avec vous son sentiment. Alors, si on poursuit justement sur, et là aussi finalement c'est un des grands enseignements de cette enquête, c'est le niveau d'isolement du dirigeant. On sait que c'est un sujet, et notamment plus particulièrement lorsqu'on est dans des petites structures ou lorsque voilà, soit on a peu de salariés, soit on n'en a pas. Et en plus de ça, avec le télétravail, effectivement, l'impact sur le relationnel du quotidien, bah, ça peut aussi se faire ressentir dans les résultats. Là, ce qu'on voit sur l'indicateur d'isolement, c'est que ce soit dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, par rapport aux résultats qu'on a eus en 2021, on voit que ça s'est dégradé. Sur l'aspect personnel, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais on était à 6% en 2021, on est monté à 16% de dirigeants qui se sentent isolés. Donc finalement, tout ce qui se passe dans le monde, ça a un impact sur le travail, mais ça impacte aussi la vie privée. Et on sait qu'en tant que dirigeant, on l'a vu, conciliation vie pro, vie perso, finalement, il n'y a pas vraiment de frontières. Donc, c'est quand même important d'avoir ces résultats. Et puis, sur le volet professionnel, on était à 21% de sentiments d'isolement en 2021 et on est passé à 32%. Donc là, on reste en dessous de la moyenne nationale qui est à 38%. Mais c'est quand même un élément qui est important parce que là aussi, l'isolement, on sait que c'est un facteur de risque. Que ce soit notamment sur tout ce qui concerne les aspects de santé mentale, etc. Donc ça aussi, finalement, c'était un élément sur lequel on voulait vous faire réagir. On va réagir tout de suite, si vous voulez bien. Ça, c'est impressionnant parce que le MEDEF, il s'occupe que les chefs d'entreprise ne soient pas isolés. Et ceux qui sont interrogés là font partie du MEDEF de Seine-et-Marne. Donc ça, c'est important. Quand je vois tout ce que l'administration fait au travers de l'accueil, de la capacité à répondre, et là, Claude, j'aimerais bien te passer la parole parce que l'écoute, la capacité, si on va voir le tribunal, on a vraiment des gens qui sont à l'écoute, qui participent aujourd'hui sur ce territoire, comme ça n'a jamais été. Comme ça n'a jamais été. Et c'est vrai que l'isolement conduit au trop tard. Donc, je pense qu'il faut rebattre les cartes pour la communication.
voilà, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment beaucoup, on réoriente même vers vous, parce que quand ils vous rencontrent, quand ils vous écoutent, quand ils partagent, ils repartent autrement. Ils ont pris conscience, ils ont pris connaissance. Voilà. Et c'est très touchant, hein, très affolant même. Voilà. Merci. Alors ensuite, du coup, l'avant-dernière partie sur tout ce qui concerne les indicateurs santé et hygiène de vie. Donc là, on vous a posé 3 questions, comme l'année dernière. Déjà, comment jugez-vous votre état de santé en général? Et ensuite, une déclinaison sur plutôt la santé physique et la santé mentale. Donc là, ce qui est intéressant en fait dans ces résultats, c'est de voir que lorsqu'on pose la question de manière générale, on a un résultat qui est quand même élevé, hein, 80% des dirigeants qui jugent leur état de santé bon, voire très bon. On peut dire que c'est un chiffre qui est quand même positif et qui est plus élevé que 4 points d'écart par rapport à la vague 1. En revanche, et c'est toujours le cas dans les enquêtes, c'est lorsqu'on creuse et qu'on pose les questions de manière détaillée sur les aspects mental et physique, c'est là où on voit qu'en fait, on a quand même une grosse baisse au niveau de la mesure. Là, sur la santé physique, bonne, voire très bonne, 61%. Donc, on a 20 points d'écart par rapport à la vague 1. Et on l'a vu précédemment qu'on avait aussi une évolution de la fatigue physique. Donc là, il y a quand même une belle cohérence dans les résultats et dans les enseignements qu'on en tire. On voit qu'il y a vraiment un impact physique qui est aujourd'hui, en tout cas, est une réalité pour les dirigeants et le déclare dans l'enquête. Donc, il y a quand même une certaine transparence aussi dans les résultats et merci beaucoup parce que ça permet vraiment d'avoir des beaux enseignements pour vous. Et puis, sur l'aspect santé mentale, là, on est à 63% qui jugent leur état de santé mentale bon, voire très bon. On a aussi une petite baisse, cette fois-ci de 3 points par rapport à 2021. Donc voilà, l'aspect là, le plus, finalement, le grand enseignement, c'est vraiment sur tout le volet santé physique, qui peut être une des répercussions, effectivement, d'une charge mentale très lourde. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est un élément, je pense, sur lequel on pourra aussi vous questionner par la suite, et notamment en termes de solutions. Voilà, je pense qu'on va aussi échanger sur ce point-là. Alors, toujours sur le volet santé, on vous a posé quelques questions, notamment voilà, au niveau au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez consulté votre médecin généraliste? Oui, pour 68%. Il y a eu moins de consultations qu'en 2021, on était à 86%, mais finalement, on était en pleine période Covid. Il y a eu beaucoup finalement aussi de rendez-vous médicaux qui étaient liés à la pandémie. Donc là, on est sur un niveau finalement qui se rapproche de la moyenne nationale qui est à 54%. Et puis là où il y a vraiment une nette différence par rapport à l'année dernière et aussi par rapport à la moyenne nationale, c'est sur la prescription des arrêts maladie. 29% des dirigeants de Seine-et-Marne se sont vus prescrire un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois. Qu'ils l'aient pris ou pas, en tout cas, c'est ce qui a été déclaré. Et l'année dernière, on était à 13%. Donc là aussi, on voit qu'il y a quand même finalement le fait d'avoir un impact sur la santé physique qui est beaucoup plus visible que la santé mentale. Il y a plus finalement d'arrêts qui sont prescrits parce que finalement, le motif de consultation est potentiellement plus grave, entre guillemets, que précédemment, avec les chiffres qui étaient moins élevés. Et puis, un des chiffres quand même importants, c'est toujours celui-ci qui reste proche du national, et c'est une réalité pour les dirigeants, c'est je ne peux pas me permettre de m'arrêter, même si mon médecin me le prescrit. Ça, on sait que c'est vraiment, finalement, un élément qui est non négligeable et qu'on ne peut absolument pas comparer à un statut de salarié, par exemple, qui s'arrête et qui quand même un suivi, qui a ses indemnités journalières, etc. Donc, il y a ce sujet-là aussi qui est vraiment une réelle réalité et difficulté pour les dirigeants, et notamment lorsqu'on a une petite structure. Faut tenir compte au fait, entre les deux vagues, il y a toujours une dégradation de la capacité de disposer de médecins généralistes sur le 77. On est encore en train d'en perdre, qui partent à la retraite, de façon incroyable. Et c'est un combat. Et il faut, moi, je vais souvent réveiller les maires parce qu'ils doivent aussi faire un travail. Quand c'est dans des grandes villes, Melun est en train de perdre 2 médecins, là. Ils vont arrêter. Ça va être une catastrophe. Hein.
Parce que les médecins qui restent ne peuvent pas prendre 8 000, pas patients, mais 8 000, voilà, de passer à 2 000 à 8 000, c'est pas possible. Un médecin généraliste, il gère 2 000, 2 500 personnes. Aujourd'hui, on est en train de leur faire porter de plus en plus. Donc, comme on est proche de la CEPAM, on réfléchit à ça, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc là aussi, il peut y avoir une dégradation de la consultation, c'est-à-dire du suivi médical du chef d'entreprise parce qu'il n'a pas le temps. Il appelle, il n'a pas de rendez-vous, il n'a pas de rendez-vous, il laisse tomber. Je sais de quoi je parle. Toujours sur les indicateurs santé, effectivement, on a remesuré l'indicateur sur les troubles du sommeil. Et là, encore une fois, en fait, en 2021, on avait posé la question pour avoir un positionnement avant et depuis la crise. Et on avait déjà vu en fait que l'impact de la crise avait été très important parce qu'on était avant la crise à un niveau de 26% et à 44% depuis la crise. Et là, à date, en 2023, on voit qu'il y en a 39% qui finalement continuent de souffrir de troubles du sommeil. Donc on tend à la baisse, c'est un peu la même analyse qu'on a sur le stress par rapport à la période de crise et au pic de la crise Covid. On retrouve un niveau qui redescend un petit peu, mais on est quand même assez loin là sur cette thématique-là de la mesure qu'on avait avant la crise. Donc on voit que finalement l'impact, il perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour finir sur ces 2 dernières slides, donc sur la partie équilibre alimentaire, là aussi, c'est un point qu'on voulait rappeler parce que là aussi, on voit une petite dégradation sur faire attention à mon alimentation. On est aujourd'hui à 71% des dirigeants qui le déclarent. On était à 77 en 2021, donc on voit que ça s'est un petit peu dégradé aussi. On le met en parallèle avec la pratique sportive et on voit aussi que là, on a descendu de quelques points. Alors, c'est pas énorme, mais finalement, ça suit l'analyse qu'on fait depuis le début avec justement ces quelques indicateurs qui tendent à la baisse. Et puis, on a posé une question justement sur tout le volet alimentaire, équilibre alimentaire, si au sein de vos entreprises, si vous aviez mis en place, que ce soit pour les salariés ou même au niveau de l'entreprise, des actions de prévention spécifiquement sur cette thématique-là. Et c'est plutôt intéressant parce que 19%, donc un dirigeant sur 5, nous a dit oui, qu'ils ont mis en place des choses sur ce volet-là de l'alimentation. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui sont dans cette réponse-là, mais voilà, c'était intéressant pour nous aussi d'avoir le retour d'expérience sur qu'est-ce qui a été mis en place, comment ça a été mis en place et s'il y a eu des résultats positifs depuis. Bon, dans la salle, en tout cas, personne. Je ne sais pas si à distance, il y a des réactions. OK. Pour finir, du coup, sur la consommation des produits à risque, on a reposé les mêmes questions qu'en 2021. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a certains indicateurs qui, effectivement, ont un peu augmenté, notamment sur la proportion de fumeurs. On était à 13% en 2021, on est monté à 20%. Alors, on est en dessous de la moyenne des dirigeants qui se situe à 32%. Mais là, on voit effectivement, on sait que pendant la crise du Covid, le confinement, tout ça, il y a eu une recrudescence de certaines consommations, de certaines addictions. Et on sait que sur ces thématiques-là, il y a cette analyse aussi qui est derrière. En revanche, sur la consommation d'alcool, tous les jours ou presque, on était au même niveau l'année dernière, 24%, donc un dirigeant sur 4. On est un petit peu plus élevé que la moyenne nationale des dirigeants, mais on sait que ça fait partie aussi finalement de la pratique, du quotidien d'un dirigeant lors des déjeuners, des dîners. Mais il y a quand même un sujet autour de la prévention sur cette thématique-là. Et puis, pour finir, la consommation de drogue et des médicaments, là aussi, on voit qu'il y a une augmentation dans les résultats. Alors là, il y a plusieurs analyses possibles. On sait que sur ces questions-là, il y a toujours une sous-déclaration qui est quand même très importante. Et en fait, plus on fait des enquêtes et quand on voit qu'on a des résultats parfois d'une année à l'autre qui sont un peu à la hausse, on peut aussi se dire qu'il y a un peu moins de tabou aujourd'hui à parler de ça parce qu'avec tout le sujet autour des addictions, tous les sujets des risques psychosociaux, santé mentale, tout ça, on en a beaucoup, beaucoup parlé depuis 2 ans et c'est peut-être aussi aujourd'hui un peu moins tabou d'en parler. Donc, ça peut expliquer le fait qu'on ait plus de déclarations aussi aujourd'hui.
Et pour finir, sur cette partie-là, la conclusion, c'est vraiment finalement ce résultat-là. Est-ce que vous faites ce qu'il faudrait pour avoir un mode de vie sain? On était content en 2021 parce que c'était un oui pour 71% des dirigeants de Seine-et-Marne. Là, on est redescendu à 54%. Finalement, ce n'est pas si étonnant parce qu'on a vu que par rapport à tous les chiffres et indicateurs qu'on a donnés précédemment, et puis notamment ce volet assez important sur la fatigue physique, la santé physique, où on a vu que ça s'est dégradé, on voit que ça a un impact vraiment sur le quotidien et sur le fait de faire en sorte d'avoir un mode de vie sain, que ce soit par rapport à la pratique sportive, l'alimentation, tout ça. Et puis, ce qui ressort comme la raison principale finalement, et ça a été cité juste avant, en tant que dirigeant aussi, c'est tout le sujet autour de l'organisation, autour du temps, du manque de temps finalement, et des difficultés soit à prendre soin de sa santé en allant consulter en cas de pépin de santé, soit à faire ce qu'il faut pour prendre soin de son hygiène de vie et de sa santé, quoi. Donc, on a quand même quelques éléments explicatifs qui peuvent refléter les résultats qu'on a aujourd'hui. Des restaurants ouverts. C'était un peu fermé, on avait plus de capacité à accepter la Alimentaire. Alors, pour finir, dernière partie qui est très rapide, mais qui va vraiment conclure tout ce qu'on a dit précédemment, c'est les perspectives et les attentes en matière de prévention. Donc là, on l'a rappelé, Jean-Marc a rappelé les chiffres en début de présentation. Là, on est sur le baromètre IFOP au niveau national. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une nette différence aujourd'hui entre les niveaux d'optimistes qu'on mesure, que ce soit sur ce qui concerne la situation de l'entreprise, donc sa situation en tant que dirigeant, versus la situation économique du pays, qui est un élément sur lequel on n'a pas vraiment de moyens d'action. Donc, on voit que finalement, même si pendant la crise du Covid, tout ça, en août, décembre 2020, c'était assez cyclique et ça suivait ça suivait les mêmes courbes, là, on voit qu'il y a vraiment une nette différence entre les deux indicateurs et une différence qui n'a jamais été telle depuis les premières mesures. Donc ça, c'est déjà un élément au niveau du contexte aussi qui est quand même très important. Et lorsqu'on vous pose la question au sein des entreprises Seine-et-Marne, quand vous pensez aux 3 prochaines années, est-ce que vous êtes plutôt confiant, pas du tout confiant, etc., sur à la fois votre vie personnelle, votre activité professionnelle, la santé, tout ça? Là, on voit aussi une nette différence entre ce qui concerne la situation du pays. Finalement, il n'y a que 28% des dirigeants qui sont confiants ou qui sont assez confiants ou très confiants. Je pense que ça c'est pas très étonnant. Sur les autres aspects, on voit que c'est quand même des résultats plus élevés. Donc, on reste quand même sur globalement des chiffres, des indicateurs de confiance qui restent élevés, même si on voit quelques dégradations par rapport à 2021, notamment sur la santé, où en fait, on est aujourd'hui à 72% des dirigeants qui sont confiants sur leur état de santé versus 80% en 2021. Donc, il y a le sujet, encore une fois, de qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma santé? Est-ce que je m'accorde du temps pour aller passer une après-midi pour prendre rendez-vous chez mon généraliste, etc. Il y a tout ce sujet aussi autour de la santé qui est vraiment un élément aussi assez spécifique en tant que dirigeant. Et pour finir, justement, ça conclut bien cette présentation. On vous a demandé quelles sont pour vous les actions prioritaires qui pourraient améliorer votre santé et votre bien-être en tant que dirigeant. Et là, effectivement, et c'est vraiment sans surprise, tout le volet autour du parcours de soins, le check-up santé qui est quand même plébiscité pour près de la moitié des dirigeants, des services coupe-fil pour accélérer les consultations avec les professionnels de santé. Voilà, ça c'est l'expérience que Jean-Marc nous a partagée aussi, finalement, l'accessibilité aux professionnels de soins, on n'a pas les mêmes temps que les salariés, par exemple, effectivement, lorsqu'on a un quotidien, une conciliation de vie plus difficile en tant que dirigeant. Et puis, sur les 3 autres aspects, le droit à la déconnexion, l'amélioration du sommeil et la gestion du stress, on voit aussi que finalement, pour un quart, c'est des sujets sur lesquels il y a potentiellement
un souhait ou en tout cas des actions à mettre en place pour avoir un meilleur mode de vie ou améliorer son bien-être. On en a fini pour la présentation des résultats. Merci. Merci beaucoup.